Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, de vous être connectés, et donc je remercie Olivier Gascuel qui donc très gentiment fait cette animation aujourd'hui et donc nous propose en fait une présentation sur la reconstruction du passé biologique et ses limites. Et donc Olivier Gascuel, je suis quasiment sûre que la plupart des gens qui sont connectés te connaissent, donc tu es directeur de recherche CNRS et tu viens de rejoindre l'ICIEB. Et donc voilà, je te laisse la main pour parler de tes travaux et potentiellement de tes futurs projets, peut-être au sein de l'ICIEB. Et donc, juste, pardon, donc en fonction de comment tu souhaites les questions, vous pouvez donc écrire dans le chat ou peut-être t'interrompre au fur et à mesure de la présentation. Ou en tout cas, il y a une session questions tout à la fin qui est évidemment organisée. Bon, bonjour à tous. Donc, je viens de rejoindre l'ICIEB et le BIPEM. Donc, je me reconnais certainement dans les aspects évolution moléculaire du BIPEM et dans les aspects systématiques et évolution de l'ICIEB. Alors, je pense que je connais une bonne partie d'entre vous, peut-être qu'une bonne partie d'entre vous me connaissent, et souvent les gens me connaissent parce que j'ai fait pas mal de logiciels, dont certains qui sont très répandus, comme PhiML ou phylogénie.fr, dont vous voyez le logo ici. Mais les thèmes que je vais aborder aujourd'hui ne sont pas tellement liés, à l'informatique ou au logiciel, mais à des aspects plus mathématiques, donc qui m'ont toujours occupé. Donc là, vous avez les couvertures de 2 livres parus en 2005 et 2007. Le premier sur les mathématiques de l'évolution et de la phylogénie, et le deuxième sur la reconstruction de l'évolution, nouvelles avancées mathématiques et computationnelles. C'était un livre qu'on avait édité avec Mike Steele. Et Mike Steele a joué un très grand rôle dans tous les travaux que je vais vous présenter. Et puis, chaque année, on organise dans le sud de la France une conférence qui s'appelle Mathematical and Computational Evolutionary Biology. C'est la semaine prochaine, c'est à Porquerolles. Je pense que ça devrait être super. Ça sera la première conférence, en tout cas à laquelle je vais depuis très longtemps, qui va se tenir pour de vrai. Et il est encore possible de s'inscrire a priori. Alors, je vais m'intéresser à l'évolution de caractère. Alors, ici, caractère recouvre en fait beaucoup de choses. Donc, ça peut être des caractères moléculaires. Donc, par exemple, la résistance aux drogues du VIH, la fixation de l'azote par symbiose chez les angiospermes. Ça peut être des caractères géographiques, par exemple sur la dissémination de l'Ebola, de l'épidémie d'Ebola, ou sur l'origine irlandaise de l'ours polaire. Donc c'est des choses que j'ai trouvées sur Internet. Je n'ai pas regardé l'article, mais je trouvais amusant de penser que l'ours polaire avait une origine irlandaise, mais peut-être. Des caractères phénotypiques, des caractères écologiques, etc. Donc c'est extrêmement commun en fait en phylogénétique, dans toutes les études évolutives, de s'intéresser à des caractères, de regarder comment ils évoluent le long d'une phylogénie et d'en tirer des conclusions. Alors, on ne va pas s'intéresser à une échelle de temps particulière, donc les échelles de temps vont être extrêmement variables. Dans le cas de virus, je parlerai rapidement de virus à la fin, on va parler de quelques années, ou peut-être d'une centaine d'années dans le cas du VIH. Dans le cas des eucaryotes supérieurs ou profonds, on peut facilement parler de centaines de millions d'années. Et puis je vais parler de caractères, il y a toutes sortes de caractères, il y a des caractères continus, comme la taille par exemple. Moi je vais parler de caractères discrets. Et l'hypothèse de base, donc comme la couleur, le pays, etc., ou la capacité ou non à fixer l'azote. Et l'hypothèse de base, en fait, c'est qu'on va avoir une phylogénie, donc on va connaître l'état du caractère aux feuilles de la phylogénie, et on va essayer de reconstruire le passé. Alors je vais expliquer un peu mieux ce qu'on entend par le passé. Et alors c'est très différent, en fait, de la reconstruction de séquences ancestrales. Alors pourquoi c'est différent? Dans le cas de séquences, chaque colonne de l'alignement représente bien un caractère, mais une hypothèse de base, lorsqu'on fait de la phylogénie et lorsqu'on construit des séquences ancestrales,
c'est que toutes ces positions, donc tous ces caractères positionnels au sein de l'alignement multiple, évoluent suivant le même domaine. Alors parfois on a des modèles partitionnés avec plusieurs classes de positions dans l'alignement, mais on a toujours l'idée que le modèle va recouvrir plusieurs caractères. Ici, on aura un seul caractère et un modèle pour ce caractère. Et donc la tâche va être plus difficile. Alors en biologie évolutive, souvent on distingue deux choses, ce qu'on appelle le pattern. Donc vous avez une phylogénie, typiquement inférée à partir de séquences. Cette phylogénie est enracinée. Elle a généralement des longueurs de branche. Dans les cas favorables, les longueurs de branche vont correspondre à des durées temporelles. Et puis, un caractère discret, unique, évolue le long de cette branche. Donc, ça peut être un caractère moléculaire, morphologique, géographique, etc. Et ce qu'on va vouloir, c'est prédire l'état du caractère pour chaque nœud de la phylogénie. Et donc, en ce faisant, on va chercher à déterminer l'émergence multiple ou unique de fonctions moléculaires, de phénotypes. On va chercher à établir une phylogéographie. Et là, vous avez un petit exemple dans lequel on s'est donné exactement cette tâche. Donc, vous connaissez le caractère est binaire, c'est soit B, soit G, black et green. Et on reconstruit l'état du caractère au nœud de la phylogénie en utilisant ici tout simplement l'algorithme de Fitch. Donc ici, c'est B parce que les deux descendants sont B. Ici, c'est B et G parce qu'on hésite entre B et G. Et ici, c'est B et G. Ici, c'est G. On résout l'ambiguïté. Et ici, c'est G. Donc c'est tout simplement l'algorithme de Fitch que je pense que tout le monde connaît. Et vous noterez que sur certains nœuds, par exemple celui-ci et celui-là, on n'est pas capable de prendre une décision. En tout cas, la décision n'est pas unique. Alors, moi, je vais vous parler un peu de parcimonie, mais surtout de méthodes probabilistes. Et dans le cadre des méthodes probabilistes, ou en général en biologie évolutive, on est intéressé par le processus. C'est-à-dire qu'on veut non seulement reconstruire l'état du caractère le long de la phylogénie, mais on veut aussi comprendre quelles sont les forces qui transforment ce caractère le long de la phylogénie, et donc on veut étudier le processus et en déterminer les paramètres. Donc dans un cadre probabiliste, on utilise toujours d'une certaine manière un modèle markovien. Alors pourquoi markovien? C'est parce que ce sont des modèles sans mémoire. Donc ça veut dire que l'état suivant ne devait pas dépendre de l'état précédent. Et on va estimer les paramètres de ce modèle à partir des données. Donc là, vous avez l'exemple de deux modèles markoviens ou processus. Ici, vous avez seulement deux états, l'état 0 et 1. Et dans ce cas-là, les modèles sont nécessairement extrêmement simples. Et donc le modèle le plus général, à moins d'avoir ce qu'on appelle des variables latentes, c'est que vous avez un certain taux de passage de 0 à 1, donc c'est l'équivalent d'une vitesse, et puis de passage de 1 à 0. Et ce taux, en fait, se décompose en deux choses. Un taux global, que je vais appeler mu, et puis la probabilité d'équilibre du caractère 1. Et puis dans l'autre sens, ben, c'est le taux global mu multiplié par la probabilité d'équilibre du caractère 0. Donc ça, c'est la même chose avec une notation différente. Il n'y a pas trois paramètres ici, il n'y en a que deux, parce que la somme des deux probabilités d'équilibre, ça fait 1. Alors ici, un modèle un peu plus compliqué, à 4 états, vous avez A et A', donc A et A' appartiennent à un même continent, B et B' appartiennent à un autre continent, qui est le continent 2. Lorsqu'on a des changements de continent, on a exactement les mêmes équations que dans le cas où on a deux états. Et lorsqu'on reste à l'intérieur du même continent, lorsqu'on passe de A à A' ou de B à B', on multiplie les équations précédentes par un facteur qu'on appelle kappa, qui va être plus grand que 1 typiquement, parce qu'on a plus de chances de rester au sein du même continent que de changer de continent. Et donc ce modèle, vous le connaissez peut-être, parce qu'il est très similaire au modèle qu'on appelle HKY, c'est un modèle d'évolution de l'ADN, où on distingue les transitions des transversions, donc c'est plus facile d'avoir une transition, l'équivalent de rester dans le même continent, qu'une transversion, c'est-à-dire on change de continent, et là on voit 6 paramètres dans la figure, mais à nouveau il n'y en a que 5, parce que la somme des probabilités d'équilibre fait 1.
Peut-être si vous avez des questions, on va essayer de faire comme ça. Si vous avez des questions, je ferai des petites pauses, puis vous posez vos questions, et puis si vous n'avez pas de questions, je continue. Pas de questions? Ça doit vous être assez familier si vous êtes habitué à la philosophie. Alors en fait, comme je l'ai dit, on est intéressé aux deux, c'est-à-dire qu'on voudrait reconstruire le processus et le pattern. Alors le processus, parce qu'il dirige l'évolution des caractères. Par exemple, dans un cas d'une épidémie, ce sont les facteurs qui vont expliquer la propagation de l'épidémie. Par exemple, si vous avez par exemple, entre continents, c'est un très bon exemple, est-ce qu'on va y avoir des échanges symétriques, dissymétriques entre deux continents? Est-ce que ça va être lié aux liaisons aériennes? Est-ce que ça va être lié à l'immigration, etc. Et puis, vous voulez aussi reconstruire l'histoire du caractère. Et donc, dans le cas d'une épidémie, vous voulez savoir, par exemple, que c'est parti de la Chine, que ça va avoir touché les États-Unis et l'Italie. Vous voyez à qui je pense, ou à quoi je pense, etc. Donc, on veut typiquement avoir les deux. Mais je vais commencer par vous parler de la reconstruction du pattern. Je vais vous donner l'intuition, et puis après, je vous donnerai les résultats plus fondamentaux. Alors, si vous voulez, si on avait un lignage unique, une unique lignée temporelle, en quelque sorte, les règles elles sont très simples, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mathématiques, c'est qu'avec le temps, tout s'efface, et ça s'efface d'autant plus que le temps qui s'écoule est long. Donc, si vous avez un unique lignage, en gros, il y a deux stratégies. Soit vous prédisez la même chose que ce que vous prédisez pour le passé, la même chose que ce que vous voyez actuellement. C'est typiquement ce qu'on fait en météo. Enfin là, on prédit plutôt le futur en météo que le passé, mais c'est la même tactique. S'il fait beau, le plus probable, c'est qu'il va faire beau. On pourrait dire ça dans l'autre sens. S'il fait beau, le plus probable, c'est qu'il a fait beau le jour précédent. Ça, c'est une tactique. La deuxième, qui évidemment n'est pas très sûre, la deuxième, c'est vous connaissez le modèle. Donc, par exemple, vous savez qu'il fait beau 3 jours sur 4. Vous dites le temps qui s'est écoulé, c'est très long. Je ne prends pas de risque, je prédis qu'il va faire beau. Ou qu'il a fait beau. Mais en réalité, en biologie évolutive, la situation est radicalement différente. Parce qu'on a plusieurs lignages. Donc, on a plusieurs sources d'informations. Ces sources d'informations sont dépendantes. Donc, ce n'est pas comme si vous aviez des sources indépendantes au sens de la statistique. Elles sont dépendantes au travers d'une phylogénie. Et ça va nous permettre, dans certains cas, de remonter très loin dans le passé et parfois avec une certitude très élevée. Alors pour un même arbre, l'idée générale, c'est que la reconstruction va être d'autant plus facile que les changements sont rares. Le cas extrême, c'est vous considérez un caractère qui n'évolue pas dans tout l'arbre. Toutes les feuilles ont la même valeur, et donc c'est plus facile de reconstruire. Et pour un même clade, comme par exemple les mammifères, la reconstruction va être d'autant plus facile que l'échantillonnage va être dense. Alors si on regarde un peu plus précisément et qu'on se rend compte en fait que ça va aussi, la difficulté va aussi dépendre de la forme de l'arbre. Et donc là vous avez deux cas caricaturaux ou extrêmes. On va commencer par celui-là. Ici vous avez deux sous-arbres qui sont très denses. Donc le temps qui va s'écouler à l'intérieur de ces sous-arbres va être très faible, et d'en reconstruire le pattern dans ces sous-arbres va être possible, facile. Et ici, on est très éloigné des sous-arbres, donc le temps écoulé va être long, ça va être difficile de reconstruire la racine de l'arbre. Et ici, on a un cas qui est en quelque sorte opposé. Donc ici, vous avez une phylogénie, que je n'ai pas détaillée, mais peu importe, qui va s'écouler sur un temps très court. Et puis, vous avez une radiation, une forme de radiation à partir de ce nœud qui va conduire à un très grand nombre de nœuds, mais ces nœuds vont être isolés, au sens où ils vont être loin des feuilles, ils vont être loin de la racine. Alors, comme sur la racine, vous avez des sources d'informations multiples, vous allez être capable de reconstruire la racine de l'arbre, mais vous n'allez pas être capable de reconstruire les nœuds de cette phylogénie très spéciale. Tout ça pour vous dire que la forme de l'arbre va jouer un rôle important. Mais ça va être très différent de s'intéresser à un nœud quelconque dans la phylogénie ou de s'intéresser au nœud premier, donc tout au fond de l'arbre qui est la racine. Donc je vais faire une digression. D'abord, je vais vous parler de modèles d'arbres, et puis je vais reprendre cette phrase que j'aime beaucoup, c'est tous les modèles sont mauvais, mais certains sont utiles.
Donc tous les modèles que je vais vous présenter, là, enfin, rapidement, je vais vous présenter 2 voire 3 modèles, c'est des modèles qui sont très simples. Donc ils sont certainement plus simples que la réalité biologique. En général, le biologiste dit « Ah, mais ça ne va pas, c'est trop simple, la réalité biologique est plus complexe ». Mais en réalité, vous verrez que même avec ces modèles simples, qui sont des vieux modèles, hein, des modèles qui ont une centaine d'années, même avec ces vieux modèles très simples, on va montrer des théorèmes d'impossibilité. C'est-à-dire qu'on va montrer qu'on ne peut pas reconstruire le passé dans ces modèles simples. Et donc on ne peut pas imaginer que ça sera plus facile de reconstruire le passé dans des modèles plus compliqués. Et ça ne l'est pas. Donc ces modèles, bien que simples, sont utiles au moins pour le propos qui va suivre. Donc, le premier modèle, c'est un modèle qui date d'à peu près 100 ans, c'est ce qu'on appelle le modèle de Yule-Harding. Donc c'est un modèle de spéciation. Alors c'est un modèle d'une très grande simplicité. On part d'une espèce ancestrale, il y a une spéciation, et après, les deux lignées évoluent indépendamment, et le temps d'attente avant une nouvelle spéciation, c'est un temps d'attente exponentiel. Alors pourquoi on choisit la loi exponentielle? C'est parce que c'est une loi sans mémoire. Donc on n'imagine pas que le temps avant la spéciation suivante dépende du temps qui s'est déjà passé. À tout moment, en quelque sorte, on a la même probabilité d'avoir une spéciation. Et de paramètres lambda. Alors, ce qui est indiqué à droite, là, c'est que les temps entre les spéciations successives diminuent. C'est une des propriétés de la loi exponentielle. Vous pouvez mémoriser que ça diminue suivant une loi très simple. Ici, on attend 1 sur lambda avant la première spéciation. Ici, 1 sur 2 lambda, 1 sur 3 lambda, etc. Et ici, on a 8 lignages. Et on attend 1 sur 8 lambda avant d'avoir une nouvelle spéciation. Donc c'est un modèle standard de spéciation, et alors vous pourriez vous dire, oui, mais ça ne va pas, il n'y a pas d'extinction. Alors c'est quand même un modèle qui est robuste à l'extinction, c'est-à-dire que si vous supprimez des nœuds dans cet arbre, vous avez toujours un modèle de Yule. Donc c'est un modèle en fait qui représente d'une certaine manière l'extinction. Le deuxième modèle, c'est le modèle qui date à peu près de la même date, de Wright, Fisher, Kingman. C'est un modèle qu'on utilise en génétique des populations. Et c'est à nouveau un modèle très simple. On suppose qu'on a une population, ici représentée par tous ces points colorés. Et puis on va évoluer de génération en génération avec un remplacement complet de la population précédente. Et puis, pour trouver les parents, en fait, c'est les enfants qui choisissent, et chaque enfant choisit au hasard parmi les parents de la génération précédente. Donc ici, on fait évoluer une population, et vous voyez qu'au bout d'un certain temps, en réalité, tous les points observés descendent d'un même ancêtre, qui est celui-là, et c'est ce qui est représenté ici. Donc c'est un modèle qui est très utilisé, mais pas sous cette forme, parce que sous cette forme discrète, il serait très lourd d'un point de vue computationnel. On l'utilise sous la forme d'un modèle à temps continu, donc les générations, donc qui est en quelque sorte l'état limite du modèle précédent, où on part du bas. Enfin, c'est des modèles équivalents hein, si la taille de la population est très grande. On part du bas et on réunit les nœuds, à nouveau en suivant une loi exponentielle. Mais comme ici on a des paires de nœuds à réunir, le nombre de paires est de l'ordre de n-1 sur 2. Et donc en fait le temps qui va séparer deux spéciations, si je conserve le langage précédent, ça va varier comme 1 sur n au carré que multiplie lambda. Et donc ça va avoir une conséquence qu'on voit très bien dans les arbres quand on regarde les arbres, qui est que si on calcule, si on fait des calculs là, et ça ne se voit pas dans ma figure parce que j'ai repris la même figure que pour l'arbre de Yule, le temps qui va s'écouler entre le premier nœud et la première spéciation va représenter la moitié du temps total par rapport à celui qui s'écoule entre cette spéciation-là et la population actuelle. Et ça va être indépendant du nombre d'événements, enfin du nombre d'individus échantillonnés. Et ça va jouer un rôle dans la suite. Alors ça, c'est des arbres que j'ai trouvés sur Internet sans chercher particulièrement, on trouve ça très facilement. Et donc, ce qu'on voit en regardant ces arbres, je n'ai pas même lu les publications, c'est que ça, c'est typiquement un arbre d'espèce.
toutes les branches ont peu ou prou la même espérance, donc il n'y a pas une énorme différence, en tout cas entre les branches internes, externes, profondes, etc. Et ça, c'est typiquement un arbre populationnel. Donc vous voyez que les branches externes, donc qui touchent les taxons ou les individus, sont très courtes. Et à l'inverse, la branche profonde est très longue et fait en effet à peu près la moitié de l'arbre total. Un autre modèle, ce n'est pas vraiment un modèle, c'est plus un concept, c'est celui de la radiation. Donc en quelque sorte, c'est l'exact opposé du modèle de Kingman. Là, les branches externes vont être extrêmement longues et les branches internes vont être inexistantes ou très courtes. Donc un exemple sur les oiseaux. Certains d'entre vous doivent connaître les oiseaux, moi pas particulièrement, mais en tout cas l'arbre est très remarquable. Donc on voit qu'il y a une radiation à partir de ce nœud-là, avec des branches extrêmement longues à l'extérieur et pour ainsi dire pas de branches à l'intérieur. Et à nouveau, cette forme d'arbre va déterminer la difficulté qu'on va avoir à reconstruire le passé. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Je pense que c'est extrêmement clair. D'accord. Donc je continue. Alors, maintenant, on veut reconstruire le pattern. Et donc, on va se mettre dans le cadre d'un modèle qui va être le modèle de Yule-Harding, donc le modèle de spéciation. On va supposer que le taux de spéciation est fixé, que le taux de mutation est fixé. On va considérer le modèle le plus simple qui soit, donc on imagine que c'est un caractère à 2 états, 0 ou 1. Et en plus, on va imaginer que c'est un modèle symétrique, c'est-à-dire que la probabilité de 0 est égale à la probabilité de 1 est égale à 1 demi. Et puis, pour simplifier l'exposé du résultat, et même les analyses, on va considérer qu'un temps très long s'est écoulé. Alors très long, évidemment en biologie ça ne veut rien dire, très long, mais en réalité, dans ces analyses, ça veut dire qu'on va considérer des grands arbres avec un grand nombre de spéciations, on va pas considérer, parce que le résultat qui est là ne tient pas pour un arbre avec 15 feuilles, il tient très bien pour un arbre avec 1000 ou 10 000 feuilles. Et puis, pareil pour les mutations. Alors ce qu'on montre, c'est qu'il y a une impossibilité fondamentale. C'est-à-dire que pour toute méthode, quelle que soit la méthode, si on veut prédire la racine de l'arbre, on va noter ρ ici. Alors, je vais d'abord le dire en langage simple, il n'y a pas de signal si, en moyenne, il y a plus d'une mutation pour 4 branches. Donc ça veut dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, s'il y a trop de mutations, on sent qu'on ne va pas pouvoir reconstruire le passé. Ici, le résultat est très précis, en fait, c'est que c'est basé sur le chiffre 4. Alors, de manière plus technique, ce qu'on va appeler la précision de la prédiction de la racine pour la méthode M, et bien c'est vous donnez comme objectif de prédire la racine, et puis si vous ne savez rien, vous prédisez au hasard. Donc vous avez une chance sur 2 de tomber juste. Et bien si lambda sur mu est plus petit que 4, quelle que soit la méthode M, la précision de la prédiction va converger vers 1,5. Alors ça veut dire que ce n'est pas une méthode qui fait exprès de se tromper, mais si elle faisait exprès de se tromper, ça veut dire qu'elle a une méthode qui serait capable de faire exprès d'avoir raison. Donc en réalité, la précision converge vers 1,5. Et donc ça veut dire que dès qu'il y a plus d'une mutation pour 4 branches, tout signal est effacé. À partir du moment où on regarde des temps longs. Alors, on fait exactement la même chose en considérant non pas n'importe quelle méthode, mais en considérant la parcimonie et l'algorithme de Fitch que j'ai décrit tout à l'heure. Donc toutes les hypothèses sont identiques, les modèles de Yule-Harding, lambda et mu sont fixés, le temps tend vers l'infini, et on montre que pour la parcimonie, s'il y a plus d'une mutation pour 6 branches, donc on n'est pas dans le cas précédent de 4, donc c'est plus grave en quelque sorte, la parcimonie ne pourra capter aucun signal, n'aura aucune capacité à reconstruire la racine de l'arbre. Si on s'intéresse au maximum de vraisemblance, en fait, on peut montrer que s'il y a moins d'une mutation pour 4 branches, il commence à y avoir du signal. C'est-à-dire que la précision de la prédiction va être plus grande que 1,5 dès lors qu'il va y avoir
moins d'une mutation pour 4 branches en moyenne. Donc pour tous les gens qui font du maximum de vraisemblance, c'est très rassurant. Pourquoi il y a une telle différence entre les deux? Parce que le modèle, je vous l'ai montré, le modèle, c'est un modèle d'une simplicité extrême. Tout ce qui fait la différence, c'est que dans le cas d'un modèle probabiliste, on tient compte de la longueur des branches. Et la longueur des branches va jouer évidemment un grand rôle. Si vous ignorez la longueur des branches, vous perdez une grande partie de l'information. Mais alors, ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y a une méthode qui a l'air stupide, qui consiste à ignorer l'arbre. On ne regarde pas l'arbre, on ne regarde pas les longueurs de branches, on regarde la majorité. S'il y a plus de 0, on prédit 0. S'il y a plus de 1, on prédit 1. Et alors, ce qu'on montre, en fait, c'est que cette méthode a la même propriété de commencer à capter du signal dès lors qu'il y a moins d'une mutation pour 4 branches. Et donc, c'est une méthode qui, après, je vous expliquerai ses défauts, mais c'est une méthode qui n'est pas absurde pour prédire la racine de l'arbre. Après, je vais aller plus vite sur ces résultats. Jusqu'à maintenant, on a imaginé que le temps augmentait et Donc ça veut dire que dans l'arbre, en fait, il y avait à la fois beaucoup de nœuds et beaucoup de feuilles. Maintenant, on va raisonner un peu différemment. On va imaginer que le temps est fixe, que le taux de mutation est fixe, et que l'échantillonnage, donc il va être figuré ici par lambda, va augmenter. Donc c'est comme si on augmentait le nombre de feuilles de l'arbre, c'est comme si on échantillonnait plus. Alors pour des raisons mathématiques, ce qu'on fait varier, c'est le taux de spéciation, et on montre que toute méthode, alors toute méthode, ça veut dire au moins les trois que j'ai mentionnés précédemment, vont avoir une précision qui va converger vers 1 en probabilité. Donc, ce qui est très rassurant. C'est-à-dire que si vous augmentez l'échantillonnage, en effet, ces trois méthodes que j'ai mentionnées vont être capables de reconstruire la racine. Alors ça, c'est le modèle que je vous ai donné là est excessivement simple. L'arbre de Joule, c'est très simple. Le modèle 0,1, c'est un modèle symétrique, il est très simple. Alors si on fait des simulations réalistes, aussi réalistes que possible, ce qu'on voit en pratique, c'est que le maximum de vraisemblance marche mieux que la majorité, qui marche mieux que la parcimonie. Mais la majorité a un très gros défaut, très sensible par exemple si on fait de la phylogéographie, c'est que en phylogéographie et dans beaucoup d'autres domaines, il y a des biais d'échantillonnage. On va échantillonner beaucoup plus en Angleterre qu'en France, et beaucoup plus en France qu'en Afrique. Et donc, la phylogéographie va être très sensible à ça. Pardon, la majorité va être très sensible à ça, à ces biais d'échantillonnage, alors que la parcimonie et la vraisemblance sont en réalité extrêmement robustes, de manière un peu surprenante. Bon, il y a une faiblesse, hein, c'est-à-dire que si vous avez 1000 fois plus de feuilles d'un certain pays et que c'est un artefact, forcément, vous allez prédire que la racine de l'arbre correspond à ce pays. Mais si c'est raisonnable, c'est en réalité très robuste. Et puis un autre résultat, d'une certaine manière évidente, c'est que les nœuds vont être plus faciles à reconstruire que la racine, tout simplement parce qu'ils sont plus proches des feuilles, ils sont plus proches du temps présent. Et alors ça s'exprime comme ça, c'est que si vous prenez un nœud au hasard, quel que soit lambda et quel que soit mu, même si le temps augmente à l'infini, la précision de la prédiction de la valeur du nœud va être supérieure à 1,5. Et pour toute méthode raisonnable. Donc est-ce que vous avez des questions sur ces points? Ils sont techniques. Hein. Pas de questions? Donc je continue. Moi, pardon, Ouais. Olivier, j'aurais une question. En fait, sur ces études, vous avez combien de feuilles en général? De terminaux? Enfin... Alors, quand on fait tendre t vers l'infini, le nombre de feuilles tend aussi vers l'infini. Hein, parce qu'en fait, lambda et mu sont fixes, donc ça veut dire qu'il va y avoir une très grande quantité de spéciation, et donc le nombre de feuilles tend vers l'infini. Donc là, ce n'est pas des simulations, hein, c'est des résultats mathématiques, asymptotiques, certains faciles à établir et d'autres moins. Alors après, quand on fait des simulations, moi en général, je fais des simulations avec 1000 feuilles. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse, mais... Ok. Donc je sais que ce qu'on observe avec 100 feuilles et encore plus 50, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on observe avec 1000 feuilles. Donc
j'essaye de faire des simulations de millefeuilles, mais ça prend du temps de calcul, alors c'est souvent ça la limite de ce chiffre. Ok, très bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions? Ok. Donc, vous vous souvenez que l'objectif, c'est pas seulement de reconstruire l'histoire, donc le pattern, mais c'est aussi de reconstruire le processus. Alors, en fait, les résultats précédents là, que je vous ai montrés, c'est des résultats qu'on a établis avec Mike Steele, de Nouvelle-Zélande, grand spécialiste des biomathématiques. Et puis, on a établi ça d'abord en 2010, si je me souviens bien, puis après en 2014. Et puis, on avait un peu l'impression d'avoir fait le tour de la question, puis on s'est dit, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est établir des résultats sur la capacité qu'on a ou non à reconstruire le processus. On s'est retrouvé à Barcelone dans une conférence de phylogénie mathématique. Et puis, on a d'un seul coup compris, ça faisait plusieurs années qu'on se posait des questions, qu'on n'avançait pas, qu'on a compris en quelques minutes, en fait, qu'en réalité, il y avait une forme de principe d'incertitude. C'est-à-dire que, qui est résumé ici, les intuitions sont ici. C'est que si le taux est très lent, donc s'il y a très peu d'évolution dans l'arbre, on va pouvoir facilement reconstruire la racine de l'arbre. Mais on ne va pas pouvoir estimer les taux relatifs, tout simplement parce que dans l'arbre, il n'y a pas de changement. Donc si vous n'observez aucun ou très peu de changement, vous ne pouvez pas faire de statistiques sur les changements, donc vous ne pouvez pas estimer le processus. Inversement, s'il y a beaucoup de changements, la racine de l'arbre est perdue, mais on a des chances de pouvoir estimer le processus. En tout cas, on a de ce reste en regardant la surface de l'arbre, où on est plus ou moins capable de reconstruire les nœuds proches de la surface et d'étudier les changements qui se produisent à la surface. Alors, ça nous a pris encore du temps pour arriver à des résultats fondamentaux, puisque le papier a été publié en 2020, mais on était très excités en fait par ce parallèle avec ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg en physique. Donc je vous rappelle ou redonne ici. Donc X, ça, on va parler d'une particule, X ça va être sa position, V ça va être sa vitesse, et M ça va être sa masse. Et alors le résultat fondamental de la physique quantique, c'est que sigma X, c'est-à-dire l'écart type des mesures sur la position de la particule, multiplié par sigma V, l'écart type sur la vitesse de la particule, c'est nécessairement plus grand que la constante de Planck divisée par 4pi que multiplie la masse de la particule. Et donc ça, c'est... comment dire, c'est pas que vous faites mal vos mesures, c'est que vous ne pourrez pas faire mieux qu'obtenir une égalité ici. Et ça nous dit aussi que plus la masse de la particule va être grande, plus en réalité l'incertitude va diminuer. Et donc il y a une proximité directe entre l'état de la racine, qui va être représenté par x, la vitesse ou les taux, qui vont être représentés par le modèle de Markov, et puis le nombre de feuilles de l'arbre, qu'on appelle n ici, qui va être l'équivalent de la masse. Et on va voir qu'en effet, il y a une proximité conceptuelle, pas du tout mathématique, mais conceptuelle, avec ce principe d'incertitude en physique. Alors, bien qu'on ait eu l'intuition assez rapidement, enfin même instantanément, en quelque sorte, ça nous a pris pas mal de temps pour arriver à des résultats précis. Et donc on voulait arriver à des résultats précis avec des preuves mathématiques. On voulait étudier l'impact de la forme de l'arbre, du nombre de feuilles, l'impact du modèle, et savoir si ça avait des conséquences pratiques, et ça en a certainement. Donc on a démontré un premier théorème, donc il s'applique à n'importe quel arbre phylogénétique. Donc l'arbre est fixe, il a n feuilles. Et ce qui va varier dans cet arbre, donc c'est pas comme tout à l'heure, le taux on ne parle pas de taux de spéciation, hein, c'est un arbre fixe. Ce qui va varier, c'est mu, c'est-à-dire c'est le taux de mutation. Et puis on va s'intéresser à des modèles de type F81. Bon, je pourrais expliquer plus tard éventuellement ce que ça veut dire, mais par exemple le modèle que j'avais donné tout à l'heure, le modèle 0,1,
qu'il soit symétrique ou non symétrique, c'est un modèle de type F81. Et alors on a montré en fait que la quantité d'informations sur la racine de l'arbre décroît en fonction du taux mu, donc exactement comme on s'y attend, et qu'inversement, l'information sur les taux relatifs, et en fait ici dans ces modèles, les taux relatifs sont proportionnels modulo le facteur mu, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, aux probabilités d'équilibre des états, ça va augmenter lorsque mu augmente. Donc on a exactement ces deux quantités d'informations qui vont se croiser. C'est-à-dire que on va être dans une très bonne position lorsque le mu va être très faible pour prédire la racine, et on ne pourra pas prédire les fréquences d'équilibre et donc le modèle. Et inversement, lorsque mu est très important, on aura perdu la racine, mais on pourra prédire le modèle. Le deuxième théorème va s'intéresser aux arbres, donc plusieurs modèles d'arbres. Alors c'est un théorème en fait qui est positif pour certains modèles, négatif pour certains autres. Alors il s'applique à n'importe quel modèle de Markov, donc en particulier les modèles GTR qu'on utilise en général. GTR ça veut dire Most General Time Reversible Model, qu'on utilise par exemple pour l'ADN ou pour les protéines. Donc les arbres vont avoir une hauteur fixée et n va varier, c'est-à-dire qu'on va augmenter l'échantillonnage. Et donc ce qu'on montre, c'est que si on a un arbre de Youle, c'est-à-dire typiquement un arbre de spéciation, l'incertitude à la fois sur la racine de l'arbre et sur les paramètres du modèle va décroître. Donc c'est ce qu'on espère, hein, c'est-à-dire que et c'est très, très réconfortant, c'est-à-dire que si vous augmentez l'échantillonnage, vous avez un arbre normal, en quelque sorte, dans un cadre phylogénétique. Vous pouvez estimer à la fois la racine, tous les deux de l'arbre et les paramètres du modèle. Mais les simulations montrent en fait qu'il faut que n soit très grand pour estimer raisonnablement tous ces paramètres. À l'inverse, avec un coalescent, donc un arbre où la branche profonde est grande, c'est faux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconstruire la racine, quel que soit le nombre de feuilles. Et ça, c'est lié au fait que les branches qui encadrent la racine restent de longueur constante. Donc la situation ne s'améliore pas si vous augmentez l'échantillonnage. Et avec un arbre radiatif, donc avec un arbre en étoile, avec une radiation, c'est encore pire. Parce qu'on peut montrer en fait qu'aucun paramètre n'est identifiable. Donc ça veut dire en fait que vous pouvez observer la même configuration de feuilles avec des modèles et des états à la racine qui sont complètement différents. Donc ça veut dire que si vous avez une radiation, en réalité, vous ne pouvez reconstruire ni le processus, ni l'état de la racine. Alors l'intuition de ça, c'est que, imaginez que vous ayez beaucoup de feuilles dont la valeur soit la même, soit égale à 1 par exemple, et très peu de feuilles dont la valeur va être 0. En réalité, vous avez deux possibilités. Soit l'état racine vaut 1, et ce que vous observez, c'est tout simplement la conséquence du fait que l'état racine vaut 1 et le nombre de changements est faible. Soit, autre possibilité, c'est que l'état 1 est beaucoup plus probable que l'état 0 et qu'au contraire, le temps qui s'est écoulé est très long. Et donc, on ne peut pas trancher entre ces deux hypothèses. Et alors, on a fait des simulations, comme j'ai dit tout à l'heure, avec 100 nœuds, 1000 nœuds, et tous ces résultats théoriques, on les a confirmés par simulation. Éventuellement, je pourrais montrer ça plus tard, pour des modèles plus complexes que ceux qui sont évoqués, par exemple, dans le théorème 1. Mais je dirais, et en plus, les simulations montrent que si les modèles sont plus complexes, ça ne s'arrange pas. C'est au contraire, l'incertitude augmente. Alors, je vais passer au virus, parce que là, le message, en quelque sorte, peut avoir un caractère négatif, parce qu'on se dit, oh là là, mais que peut-on reconstruire du passé? Et alors, ce que nous, on a observé avec les virus et avec d'autres pathogènes, avec la tuberculose en particulier, c'est qu'en réalité, il y a un signal très fort. Alors, un signal très fort sur le pattern. Et par contre, vu les résultats qu'on a, c'est évident que le signal sur le process est faible. Alors, je vais vous parler
mutation de résistance au VIH. Donc le petit schéma explique ça bien. Donc vous avez un patient qui est naïf, c'est-à-dire il n'a pas été traité, il est infecté par le VIH, et puis il peut transmettre à d'autres patients qui sont naïfs également. Et puis, il va voir un médecin, en tout cas on espère, on va le traiter, et malheureusement, de temps en temps, donc ça arrive entre 1 et, je sais pas quoi, et 10% des cas, on va dire, le traitement ne va pas fonctionner, le virus va devenir résistant, et en fait, il va avoir une mutation de résistance qui va être acquise sous l'effet du traitement. Et donc, le traitement ne va plus fonctionner, et donc ce patient, s'il n'est pas informé, il va potentiellement transmettre un virus résistant à un naïf, qui lui-même va pouvoir transmettre au sein d'une population de naïfs. Et évidemment, la grande crainte, c'est que ces virus résistants envahissent la population générale et donc envahissent les naïfs. Heureusement, d'une certaine manière, enfin heureusement vraiment, les virus peuvent développer des réversions, en tout cas le VIH, au traitement, et c'est quelque chose qui peut s'observer rapidement. Au bout d'un an, un traitement, un virus résistant chez un patient peut devenir sensible au traitement. Alors on a fait de la reconstruction ancestrale sur des données de VIH. Et là, on avait à peu près 40 000 souches du sous-type B qui venaient d'Angleterre. Alors, il faut savoir que l'échantillonnage est très dense en Angleterre. Ces 40 000 souches représentent à peu près la moitié de la population des gens infectés par le sous-type B en Angleterre, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Donc, c'est un échantillonnage vraiment très dense. Et là, je vous montre une mutation particulière qui se produit sur la protéase. Donc, c'est le changement en position 90 de la protéase d'une leucine en une méthionine et qui confère une résistance au traitement qui vise la protéase. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les résultats sont extrêmement cohérents. C'est-à-dire que si on prend les données de 1998, il y avait à peu près 1000 souches. Presque toutes sont sensibles au traitement. Et ici, je pense que vous voyez, il y a le chiffre 41. C'est-à-dire que 41 fois, il y a eu une acquisition de la résistance chez des patients isolés. Si vous regardez les données de 2015, il y a à peu près 10 000 souches. Alors le pattern est un peu le même, c'est-à-dire que 392 fois, à l'intérieur de ce très grand arbre, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, ça que c'est un arbre et ici on indique des sous-arbres. 392 fois et de manière indépendante, il va y avoir une acquisition de la résistance. Et puis, on commence à voir émerger des clusters de résistance. Alors, le plus gros, j'ai du mal à lire, mais ça doit être écrit 19. Ici, vous avez un cluster de résistance qui correspond à 19 patients. Donc, c'est des patients naïfs, et puis ils ont la mutation de résistance. Et puis, à l'intérieur de ce cluster, il y a eu des transmissions naïfs-naïfs. Donc, ce qu'on craint. Mais on voit aussi apparaître des réversions. Donc, sortant de ce cluster, on voit un certain nombre de réversions. Et si on regarde les données de 2016, on a juste une confirmation de ce qu'on avait vu avant. Ici, vous voyez deux clusters de taille plus grande que 100. Et vous voyez pas mal de réversions qui à nouveau donnent des clusters de patients qui sont sensibles au traitement. Voilà. Donc un signal très cohérent. Alors pourquoi j'écris faible niveau d'incertitude? C'est que dans le logiciel qu'on a utilisé, qu'on a publié il y a 2 ans, on est capable d'évaluer l'incertitude sur ces reconstructions ancestrales et ça figure en fait avec des octogones. Donc quand pour un nœud, on ne sait pas prédire l'état, on n'est pas sûr de notre prédiction, il y a un octogone. Et ce que vous voyez, c'est que dans tout l'arbre, là, cet arbre avec 40 000 nœuds, il y a 1, 2 octogones. Donc en réalité, on a un signal très fort qui nous permet de conclure sur l'état ancestral avec en plus une très grande cohérence biologique. Et les calculs sont rapides, puisque là c'est un arbre immense, à 40 000 feuilles, et les calculs se font en moins d'un jour. Alors à peu près la même figure, bon, on ne va pas détailler ça, qu'on a couplé ici avec une analyse phylogéographique. Et à nouveau,
une grande cohérence des résultats des calculs rapides. Alors si on doit repartir à la maison avec un message pratique, pratico-pratique, c'est que sur les données que nous on a regardées, donc des données avec un échantillonnage dense, avec une évolution qui est lente comparée à l'échantillonnage, on va dire, donc un taux de mutation qui est relativement lent comparé à la densité de l'échantillonnage, on a toujours été capable de reconstruire avec une très bonne certitude les états ancestraux, phylogéographiques notamment, de résistance au traitement, de groupes de risque aussi, et d'autres encore. Donc en réalité, dans toutes ces données, on a toujours été étonné par le signal. Et moi, en fait, la première fois que j'ai commencé à faire de la reconstruction phylogéographique, c'était sur des données africaines. Donc on ne donnait pas au modèle la carte de l'Afrique, mais on pouvait l'inférer à partir de la phylogéographie, c'est-à-dire qu'on voyait qu'il y avait plus d'échanges entre pays qui partageaient une frontière. Donc quand on voit ça, c'est super étonnant et on se dit, ok, là dans ces données, même si la phylogénie est sans doute fausse ou un peu fausse, même si les modèles sont approximatifs, ils sont quand même utiles. Et il y a certainement du signal, puisqu'on retrouve des choses évidentes comme la géographie de l'Afrique à travers juste le nombre de passages d'un pays à l'autre. Alors, ceci dit, c'est très important lorsqu'on fait des reconstructions ancestrales de regarder quelle est l'incertitude. PASTML vous permet de faire ça. Donc, ça vous permet de savoir s'il y a de l'incertitude sur vos reconstructions ancestrales, sur chaque nœud de la phylogénie. On a fait des choses analogues avec FIML, alors là c'est plus orienté vers la reconstruction de séquences ancestrales. Et la reconstruction de séquences ancestrales, c'est quelque chose en quoi on peut avoir une grande confiance. En tout cas, peut-être un peu moins lorsqu'il y a des gaps, mais dans les zones sans gaps. Et ça avait été très bien montré il y a 10 ans par Clemens Lackner, dans un papier qui avait été publié dans Systematic Biology. Il avait pris des vraies données, des vraies protéines, il avait reconstruit les protéines ancestrales et après il avait testé la viabilité de ces protéines sur le plan thermodynamique. Il avait vu que ces protéines étaient en réalité très stables, extrêmement stables. Bien qu'utilisant les modèles et les méthodes qui sont forcément une grande simplification par rapport à la réalité biologique. Par contre, compte tenu du principe d'incertitude, si vous avez des estimations fiables du pattern, méfiez-vous beaucoup de ce que vous allez estimer par rapport au process. Et donc c'est très important de faire des intervalles de confiance pour les paramètres du processus, par exemple du type bootstrap, ou si vous êtes dans un cadre bayésien, une approche est de se moquer finalement des paramètres du processus et d'intégrer toutes les valeurs possibles des paramètres. Et alors, en réalité, dans tous les jeux de données qu'on a regardés, ce qu'on voit, c'est que le modèle et les valeurs des paramètres, en réalité, ne comptent pas tellement. C'est-à-dire que vous allez prédire aussi bien le passé en utilisant le modèle inféré à partir des données en simulation, que si vous utilisez le vrai modèle qui a été utilisé pour générer les données. Donc en réalité, le modèle, qu'il soit approximatif, qu'il soit pas forcément très bien estimé, aura une valeur faible sur la reconstruction du pattern. Et ça, c'est très différent de ce qu'on a en phylogénie. En phylogénie, le choix de modèle est super important. Si vous choisissez mal votre modèle, si par exemple, si vous ne mettez pas de loi gamma, vous aurez des arbres qui ne vont pas tenir la route, il va y avoir de l'attraction des longues branches, il y a encore beaucoup d'autres phénomènes comme ça. En reconstruction ancestrale, c'est certainement beaucoup moins sensible. Voilà. Alors, les papiers correspondants ont été publiés dans Systematic Biology en 2014, Molecular Biology and Evolution en 2019 et Systematic Biology en 2020. Et ça vous donnera accès à d'autres papiers, possiblement, et d'autres références. Voilà, donc je vous remercie. Je remercie mes co-auteurs, Anna Zukova, avec qui on a travaillé sur PASTML, ainsi que Sota Ishikawa, donc il est le deuxième auteur de PASTML, et puis Mike Steele, avec qui on a fait tous les travaux de nature mathématique. Et puis merci à vous pour votre présence et vos questions.
Merci Olivier. Merci. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, j'ai une Martine, question, vas-y. pas sur les modèles, mais je n'ai pas très bien compris l'histoire de la réversion, de la mutation. Là, les patients étaient traités, pas traités? Qu'est-ce qui s'est passé pour ces patients, pas ces patients, ces gens qui avaient le HIV? Alors, donc, le schéma, c'est celui-là, hein, c'est-à-dire que quelqu'un acquiert une mutation de résistance, et malheureusement... Il y a les traitements ou il n'y a pas les traitements? C'est ça que je me demandais. Oui. Bon, un patient qui est traité acquiert une mutation de résistance. D'accord. Bon, il devient résistant. Donc sa charge virale va augmenter. Et donc, il est potentiellement transmetteur, s'il ne prend pas de précaution, du VIH. Et donc, quand il va transmettre le VIH, il va le transmettre non pas à quelqu'un qui est déjà traité, mais à quelqu'un qui est naïf. Donc, ce qui correspond à ce patient-là. Et donc, ce patient, il va hériter d'un virus qui est résistant, mais il ne va pas être traité. Enfin, pour l'instant, il n'est pas traité. Un jour, il sera peut-être traité, mais là, pour l'instant, il n'est pas traité. Et alors, certaines de ces mutations, par exemple la mutation L90M que j'ai montré tout à l'heure, Oui. Ah non, pas celle-là, une autre, la M184V, elles ont un coût de fitness qui est très élevé. Et donc, cette mutation-là, comme elle a un coût de fitness élevé, elle va réverser. Elle va réverser, et dans le cas de cette mutation-là, on considère que c'est 1 ou 2 ans. Dans le cas de la L90M, où le coût de fitness est malheureusement faible, le temps de réversion peut être plutôt de l'ordre de la dizaine d'années. Donc en réalité, les réversions vont apparaître lentement. Et alors, les réversions, c'est une grande chance parce que c'est ce qui vide les clusters de résistance. C'est-à-dire que là, vous avez un cluster de résistance de 119 souches. Et ici, j'arrive pas à lire parce que c'est écrit petit, mais 9 fois et 15 fois, ça s'est renversé. Oui. Et ça a donné lieu finalement à des infections qui sont moins graves, parce que c'est des infections non résistantes. Et quand vous parlez de réversion, c'est retour à la mutation de départ ou c'est une mutation compensatoire? Non, c'est dans le cas de L90M, et puis à chaque fois, c'est retour à la mutation de départ. D'accord. Parce qu'il y a aussi des mutations compensatoires, oui, mais en réalité, le VIH, c'est un génome très petit, et donc le nombre de mutations de résistance potentielle est faible, et le nombre de mutations compensatoires à 100%, il est nul. Donc, il n'y a pas de mutations qui vont complètement compenser une mutation de résistance. Il y a toujours un certain coût. Enfin, je ne connais pas assez bien le VIH, sans doute. Non, mais je pense que c'est super intéressant, c'est super passionnant. Je connais trop bien le VIH d'une certaine manière, mais je pense que c'est très différent de la tuberculose, où à une époque, je travaillais sur la malaria. Et sur la tuberculose, vous travaillez quoi? Sur les acides glycoliques, sur quoi? Non, sur la tuberculose, on n'a pas publié un papier, on a fait de la phylogéographie, mais on n'a pas travaillé là-dessus. Sur le palu, tout le monde sait que les mutations de résistance, elles sont là, et puis elles ne disparaissent pas comme ça, elles se sont installées dans la population. Oui, elles s'installent de façon très stable dans les populations. Hein. Certainement, parce que ça mute beaucoup moins vite, et puis le coût de fitness doit être plus faible que dans le cas du VIH. Le VIH est super optimisé, c'est un virus super optimisé, il fait que 10 000 de long. Donc, toute mutation est plus ou moins négative. Ouais. Et vous avez travaillé un petit peu là sur le corona, là, sur toutes ces mutations Oui, alors ça c'est, oui, je n'ai pas parlé de ça, mais ça c'est lié au corona. Ah d'accord. Ah bon, je n'arrive pas à voir, c'est trop petit pour moi aussi. Bon, je pensais que le corona c'était un autre sujet en quelque sorte. D'accord, mais oui, c'est très intéressant. Donc on a fait de la phylogéographie. Notre but quand on a travaillé en phylogéographie sur le corona, c'était qu'on avait un gros problème qui était les biais d'échantillonnage, qui sont colossales dans le cas du corona. Donc ça c'est un papier qu'on a fait paraître dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. On explique qu'on peut contrebalancer les biais d'échantillonnage.
Puis après, on s'est fait avaler par la vitesse de séquençage. Donc on voulait faire un papier plus marquant, plus important. Et puis à un moment donné, on n'arrivait plus à refaire l'arbre. Et puis on a toujours espéré pouvoir refaire l'arbre, mais je pense que le but s'éloigne, parce que maintenant il y a 1,5 million de génomes disponibles, et faire un arbre de cette taille, c'est très compliqué. Donc c'est sur quoi on travaille en ce moment. Et alors après, je pense que l'histoire là sur le VIH et les mutations de résistance, c'est en réalité une philosophie qui est assez proche de ce qu'on rencontre avec le corona, C'était un peu... les vaccins, sauf qu'il y a une très grande différence entre les deux, c'est que le corona, il vient de sortir, il n'est pas encore optimisé, malheureusement. Et chaque nouveau variant, d'une certaine manière, fait plus mal que le précédent. C'est ce qu'on... J'ai oublié le nom du variant. C'est ça qui m'étonne, c'est savoir combien de... chaque fois, il y a une mutation qui est plus transmissible. Alors, ça paraît comme une fuite en avant. C'est normal pour un virus. Parce que le virus, un bon virus, il est très transmissible, il n'est pas très létal. C'est son intérêt, en quelque sorte. Plus il va se transmettre, s'il se transmet, ça veut dire qu'il envahit la population. Et s'il est indétectable, ce qui est un peu le cas, malheureusement, du SARS-CoV-2, parce qu'on est contaminant avant d'être réellement malade, il se transmet très bien. Et s'il était encore moins pénalisant ou létal, il se transmettrait encore mieux. Donc, si on pense virus, on se dit qu'on n'est pas au bout de l'histoire avec le coronavirus, malheureusement. Et c'est différent c'est certainement différent du... Je pense qu'on n'a pas estimé le coût de fitness des différentes mutations. À ma connaissance, on n'a pas fait ça pour le coronavirus. On a fait des expériences humides qui montrent la plus grande transmissibilité in silico. Donc en réalité, les mutations qu'on a vues apparaître pour le coronavirus étaient déjà en partie prédites par des expériences in silico. Les gens avaient déjà regardé ça. Et la réalité a en partie confirmé ce qu'on avait vu in vitro. Enfin, moi, je ne veux pas prendre la place de tous les gens qui veulent poser des questions, peut-être. Mathilde, j'avais vu que tu avais ouvert ton micro. Ouais, j'ai une question aussi, mais plutôt sur la première partie. Parce que donc là, les résultats que tu as présentés, c'était sur des caractères binaires et uniques, et donc pas sur des séquences. Et je me demandais qu'est-ce que ça change si on travaille sur des séquences par rapport à ces résultats. Donc sur la reconstruction des séquences ancestrales. Donc. Sur la reconstruction, notamment sur le résultat que si on a plus d'une mutation pour 4 branches, on n'y arrive pas. C'est pareil. C'est pareil. Oui, alors, le résultat, là, 1 sur 4, c'est fondamentalement lié au fait que le caractère est binaire, mais il y a des résultats équivalents sur... alors, je pense que nous, on les a... nous, on les a pas écrits, c'est sûr, mais potentiellement, c'est la même histoire. Ça ne s'arrange pas avec des séquences. C'est-à-dire qu'on va être capable de mieux estimer le modèle, mais s'il y a trop de mutations, on n'est pas capable de reconstruire la séquence ancestrale. Et pour le coup, sachant que pour le coup, pour une séquence, en fait, on a plein de fois, on a le caractère, enfin, on a plusieurs acides aminés ou acides nucléiques qui sont donc sous le même modèle, sous le même mu. Ça joue pas non plus? Non, ça va faire qu'on va mieux estimer le modèle. On va l'estimer correctement, ou très bien, même s'il y a beaucoup de positions dans l'aliment. Mais dans ces résultats, là je ne l'ai pas dit, mais on suppose que le modèle est connu. D'accord. À l'époque, donc en 2014, on supposait que le modèle était connu. On ne supposait pas qu'il était estimé. Donc, alors maintenant, on sait que si on l'estime, finalement, ça ne change pas grand-chose, puisque la qualité de l'estimation ne va pas être très impactante sur la qualité de la reconstruction ancestrale. Et deuxième question, et dernière pour le coup, aussi tu disais que donc la majorité était très sensible au biais d'échantillonnage et que la parcimonie et le maximum de vraisemblance l'étaient beaucoup moins, mais ça ne change pas que le maximum de vraisemblance reste toujours meilleur que la parcimonie. Ah oui, tout à fait. Oui, ça ne change rien par rapport à ça. Ok. Disons, si le modèle le plus simple qui soit, en fait, fait l'hypothèse que
tous les états sont écoués probables Mm. et que les taux de mutation sont indépendants de l'état de départ et de l'état d'arrivée. Donc il y a un seul taux de mutation global. Ça marche déjà beaucoup mieux que la parcimonie, tout simplement parce que ça tient compte des longueurs de branche. Et ça ne marche pas beaucoup moins bien, c'est ça qui est étonnant, que l'utilisation d'un modèle correct, du vrai modèle. C'est bien. Oui, c'est bien, c'est super rassurant. Nous, on l'a observé plusieurs fois, dans plusieurs papiers. Ok. Mais on a aussi observé autre chose. Nous, on a regardé la robustesse au changement de longueur de branche, c'est-à-dire qu'on a bruité les longueurs de branche. On a vu aussi que c'était assez robuste. Et d'autres auteurs, donc si on met du bruit sur les longueurs de branche, bien sûr, on décroît la qualité de la prédiction, mais on est toujours capable de prédire et toujours mieux qu'avec la parcimonie. D'accord, ouais, c'était une autre question. Ouais, d'accord. Donc, il vaut mieux des longueurs de branche bruitées qu'une parcimonie sans longueur de branche. Ah oui, parce que la parcimonie, si la branche est très courte, on peut se tromper complètement, parce qu'une branche très courte, ça peut vouloir dire, par exemple, dans le cas de séquence, que les deux séquences sont identiques. Si on ignore que ça, ben, on peut se tromper complètement. On peut passer à côté, finalement, d'une source d'information extrêmement précieuse. Ok, ok. Ouais, c'est un bon conseil. Merci. Ok. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres questions? Oui, Pierre Berlu. Ouais, vous avez activé votre micro, c'est bon, à vous. Oui. Donc, bravo pour les résultats, mais je me posais la question de savoir si la robustesse était la même ou moins bonne dans le cas où il y aurait des transferts de gènes ou des hybridations entre les différentes lignées, et quelle serait la capacité à reconstruire les séquences ancestrales dans ces conditions, qui sont quand même des conditions qui existent dans la réalité. Parce que j'imagine que les modèles que tu as construits, c'est des modèles d'arbres en gros dichotomiques. Oui, alors bonjour Pierre, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Enfin, que je ne te vois pas, mais bonjour. Alors, nous, on a toujours considéré des arbres. Donc, on n'a jamais considéré des réseaux. On a toujours considéré qu'on connaissait l'arbre, qui est une hypothèse forte. Il y a des gens qui ont montré que reconstruire la racine de l'arbre, c'était robuste à une part d'incertitude sur l'arbre. Alors, je pourrais retrouver les références du papier, mais c'est donné dans nos propres papiers. Donc, si on s'est un peu trompé sur l'arbre, reconstruire la racine, évidemment, reconstruire les nœuds intérieurs de l'arbre, ça n'a pas de sens, puisque c'est eux qui sont faux, mais reconstruire la racine de l'arbre, c'est assez robuste à des erreurs sur la topologie de l'arbre et aussi sur les longueurs de branche. Donc, ça veut dire, par rapport à la question que tu poses, c'est que s'il y a un faible taux de transfert, finalement, c'est un peu comme si l'arbre était faux, ça devrait résister relativement bien. Mais nous, on n'a jamais fait d'expérience comme ça. Et évidemment, dans une histoire comme ça, c'est une question de taux. S'il y a des transferts dans tous les sens, le modèle d'arbre est totalement faux. Ça va d'autant être plus problématique suivant la position des transferts. Tu vois, si des transferts entre des espèces proches ou des espèces éloignées, les impacts ne seront pas les mêmes. Mais alors, à ma connaissance, personne n'a fait ça. Mais c'est quand même très proche de la question de la robustesse de l'arbre. Parce que de toute façon, nous, on construit les caractères les uns après les autres. On les construit de manière indépendante. Donc, un transfert, finalement, c'est soit l'arbre est correct, soit il est faux. S'il est faux, c'est est-ce qu'il est très faux ou un peu faux. S'il est un peu faux, je pense que c'est pas grave. S'il est très faux, ben, c'est forcément grave. C'est certain. Ok. Alors après, tu utilisais des arbres binaires. Ça, c'est pas une condition. C'est-à-dire que FastML, le logiciel FastML, là, il s'accommode parfaitement d'arbres qui sont non binaires. Et ça, c'était en particulier avec le coronavirus, un problème crucial, parce qu'avec le coronavirus, les arbres ne sont pas binaires du tout. Donc,
Ok, merci. Ok. Je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce que quelqu'un aurait encore une question? Ok. Moi, j'aurais juste encore. Est-ce que tu peux récapituler, excuse-moi, Olivier? Donc, tu disais en fait, il faut des indices pour mesurer, on va dire, la robustesse. Donc, tu as cité bon, le bootstrap, mais sinon, est-ce que vous avez développé un indice, comme tu disais, par rapport à l'échantillonnage, un indice de biais d'échantillonnage? Je ne sais pas si c'est possible ou pas possible, hein, ou d'autres types d'indices. Tu conseilles, enfin, jouer avec les longueurs des branches, oui. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre en fait? Enfin, ou est-ce que tu en aurais d'autres à conseiller? Alors, lorsqu'on a publié Pastemel, là, Mhm. on a montré qu'il y avait une forme de robustesse à l'échantillonnage. Alors, je parle de la reconstruction du pattern, hein, de la reconstruction des nœuds ancestraux. Mhm. Donc, on a montré que les scénarios, donc ce que vous voyez là à droite, ce que j'appelle un scénario ou un pattern, étaient relativement robustes si on rééchantillonnait les individus avec une méthode de type bootstrap. Après, il faut regarder le papier parce que c'est bon, c'est un peu compliqué de. Enfin, c'est pas si facile que ça de rééchantillonner des individus parce que si vous voulez, par un bootstrap, parce que si vous voulez rééchantillonner, il y a un individu qui va apparaître 2 fois, 3 fois. Donc il faut bien voir ce que ça veut dire appliquer le bootstrap aux individus. Mais on a montré qu'il y avait sur des données réelles une bonne robustesse de schéma global, ce que je montre là, à l'échantillonnage, mais on ne supposait pas que l'échantillonnage était biaisé. On supposait que l'échantillonnage était non biaisé. Donc on fait un bootstrap. En gros, on retire quelque chose qui est cohérent avec les données qu'on a elles-mêmes. Alors après, avec le coronavirus, on savait que c'était hyper biaisé, l'échantillonnage. Et on le savait parce qu'on avait le nombre de génomes par pays et le nombre de cas par pays. Oui. Et donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a fait un retirage pour débiaiser l'échantillonnage. Bon, ça c'est expliqué dans un papier de 2020, celui qui est paru dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, qu'on espère toujours publier de manière plus complète. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des courbes de prévalence au cours du temps, par pays. Et après, on a fait un arbre très grand, on a sous-échantillonné dans cet arbre très grand. Et comme il y a une part d'aléatoire, donc pour se rapprocher des courbes de prévalence, et comme il y a une part d'aléatoire, on a fait ça plusieurs fois. Et on a montré qu'on obtenait à peu près le même scénario, le même pattern. Voilà ce qu'on a fait. Okay. Maintenant, pour démontrer qu'il y a un biais d'échantillonnage, je ne vois pas comment. Okay. Si on regarde une espèce naturelle, il faut aller voir un spécialiste de l'espèce, lui dire est-ce que tu ne penses pas que. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait, avec les reconstructions, deviner qu'il y a un biais dans l'échantillonnage. Ok, non, très bien. Enfin, c'était pour savoir si c'était potentiellement possible de le faire ou pas. Mais enfin, moi qui regarde justement les populations microbiennes, on va dire dans leur environnement, moi, je pense c'est impossible de savoir quoi. Enfin, il faut toujours faire ce genre de vérification. Construire plusieurs arbres, parce que souvent les arbres sont. Il y a plusieurs arbres qui ont à peu près la même ressemblance. Donc la question, c'est si je change l'arbre, est-ce que je change complètement l'histoire ou est-ce que je garde à peu près la même histoire? Donc ça, on a fait ça aussi dans le papier de MBE. Et on a vu que c'était assez stable aussi. Donc, mais il faut toujours faire ça. Oui. Ok, très bien. Bon, s'il n'y a plus de questions, peut-être le mot de la fin, c'est, si je peux me permettre, Oui. Et n'hésitez pas à faire de la reconstruction ancestrale. Nous, on a toujours été super étonnés du signal qu'on voyait dans les données, plus que dans la reconstruction phylogénétique, par exemple. Dans la reconstruction phylogénétique, souvent, on n'est pas capable de résoudre un clade,
un détail de la phylogénie. Souvent, en reconstruction ancestrale, sur la racine, par exemple, on est étonné du signal qu'il y a. Donc, il ne faut pas hésiter. Le logiciel PastML est facile à utiliser. J'habite plus très loin de chez vous. Voilà. Donc, on peut discuter de tout ça. Oui, pardon, question pratique. PastML, il tourne sur toutes les plateformes. Il est parallélisable. C'est un site web. D'accord. Alors, Okay. ça, vous pouvez le télécharger. C'est un Docker, donc vous pouvez l'utiliser chez vous. Soit c'est un site web et je pense que pour un utilisateur occasionnel, c'est sans doute mieux d'utiliser le site web parce que c'est possible que vous ayez la dernière release sur le site web qui ne soit pas encore vraiment disponible dans le Docker, par exemple. Ok. Et ça a besoin de beaucoup de... Enfin, ouais, c'est relatif, mais beaucoup de puissance de calcul. Enfin, c'est relatif à la taille du jeu de données et tout et tout. Hein, mais... Non, c'est du maximum de vraisemblance, mais tous les algorithmes sont linéaires sur la taille de l'arbre. C'est-à-dire que là, ce que j'ai expliqué, là, c'est sur un arbre de 40 000 feuilles, ce qui est énorme. Hein. Tous les calculs, et en faisant les calculs les plus compliqués possibles, en quelque sorte, prennent moins d'un jour. On peut avoir des options qui permettent d'aller plus vite. Et un jour sur un ordinateur de bureau. Hein. Et en réalité, ce qui est compliqué, c'est de faire l'arbre de 40 000 feuilles. C'est pas de faire la reconstruction ancestrale sur cet arbre. Ok. Le vrai problème, en fait, c'est avec cette taille de données, c'est de faire l'arbre. Pardon, il me vient une question justement, c'est et par rapport aux données manquantes, parce que dans mes données manquantes, je veux dire dans les caractères, c'est-à-dire. Oui. Ouais. Alors dans PastML, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez, c'est pas un problème les données manquantes, on peut les inférer sur les feuilles. PastML va inférer les données manquantes sur les feuilles. Et vous pouvez aussi ajouter des données à l'intérieur de l'arbre. Donc, par exemple, dans le cas par exemple, dans le cas des mutations de résistance, ce qu'on a fait, c'est qu'on sait que les traitements sont apparus en 1995. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que tous les nœuds qui étaient avant 1995, on a considéré qu'ils n'étaient pas résistants. Donc, ils avaient la valeur L, en fait, l'acide aminé. Et voilà. Et donc, on a construit à partir d'un arbre dont tous les nœuds ancestraux étaient non résistants. Donc, on a donné les valeurs ancestrales de certains nœuds. C'est parfois possible. Et on peut le faire au cas par cas. Hein. Si on a des restes paléontologiques, par exemple, on peut très bien donner les valeurs ancestrales sur certains nœuds. Ok, très bien. Parfait. Donc, effectivement, on va arrêter sûrement maintenant si les gens n'ont pas plus de questions et ils vont pouvoir te contacter et même te voir en vrai, potentiellement, vu que la situation s'améliore et que tu fais maintenant partie de l'ICIAB. Ok. Merci beaucoup, Olivier, en tout cas pour cette présentation extrêmement pédagogique. Merci à vous. À bientôt.